la connexion a été rétablie? Signalez-le, s'il vous plaît. Là, ce sont, je pense, les aléas d'Internet. On revient à notre conférence et on va essayer de ne pas trop perdre de temps. Donc, je disais que les facteurs de risque à l'heure actuelle identifiés étaient le tabagisme, l'obésité, l'hypertension, et puis aussi certains antécédents familiaux de premier degré de cancer à cellules rénales. Sur le plan histopathologique, c'est-à-dire les types histologiques du cancer du rein, la dernière classification de l'OMS, elle date de 2004, c'est celle qui est en cours. On y distingue essentiellement les tumeurs à cellules rénales, qu'elles soient malignes ou bénignes. Donc, le cancer du rein qu'on va étudier Professeur, dans ce… s'il vous plaît, il n'y a pas de diapo. Ah bon? Oui, ça s'affiche pas. D'accord. Est-ce que là, ça s'affiche? Oui, professeur. Je m'excuse. J'ai dû oublier, une fois on a été coupé, j'ai oublié de réactiver le partage d'écran. Est-ce que vous désirez que je reprenne les deux diapos précédentes? Oui, si monsieur, vous s'il vous voulez. plaît. Oui. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on disait en introduction, coupez le son, si tout va bien, coupez le son, comme ça on pourra s'entendre. Vous pourrez m'entendre. Donc, le cancer du rein de l'adulte représente 3% des cancers. C'est le troisième cancer en urologie. En première ligne vient la prostate, puis la vessie. Prédominance masculine avec 3 hommes pour 2 femmes. Et puis, en 2012, 34 000 cas ont été enregistrés en Europe avec 35 000 décès. Bien sûr, ce ne sont pas les 34 000 nouveaux cas qui ont décédé. C'est les 35 000, c'est le cumul des cas diagnostiqués dans les années précédentes. Les facteurs de risque, il faut savoir que la majorité du cancer du rein sont sporadiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'explication, ils viennent tout seuls, on les diagnostique. Mais certains facteurs ont pu être quand même identifiés, tels que le tabagisme, l'obésité, l'hypertension et des antécédents familiaux de premier degré de cancer à cellules rénales. La classification histopathologique, donc les types histologiques du cancer du rein, c'est une classification de l'OMS. La dernière en date, elle date donc de 2004. Essentiellement, les tumeurs rénales sont dites de type cellules rénales. Elles peuvent être malignes ou bénignes. Donc, les tumeurs à cellules rénales malignes sont l'objet de ce cours-là. Et puis, les autres tumeurs ou les autres types histologiques sont beaucoup plus rares et moins fréquentes. Et on ne va pas les étudier dans ce cours. À titre d'exemple, on va citer les 3 variétés histologiques les plus fréquemment retrouvées. Elles appartiennent bien entendu aux tumeurs à cellules rénales. On distingue le carcinome à cellules claires, qui est le plus fréquent, 75% des tumeurs malignes du rein, puis les tumeurs dites tubulo-papillaires, 10%, et le carcinome à cellules chromophobes, 5%. Donc, simple addition, c'est pratiquement 90% des tumeurs rénales de l'adulte. Puis les autres tumeurs moins fréquentes, le carcinome médulaire, le carcinome à cellules rénales lié à la maladie multikystique du dialysé chronique, l'adénome papillaire, l'angiomyolipome. Alors, l'angiomyolipome mérite un petit mot quand même. C'est une tumeur bénigne, mais c'est la tumeur bénigne la plus fréquente au niveau du rein. Bon, après le kyste simple du rein. Et on parle de tumeur solide. D'accord? Le kyste qui est une autre histoire, il n'y a pas un cours pour cela, mais l'angiomyolipome, c'est la tumeur bénigne solide la plus fréquemment rencontrée avec l'oncocytome. Et puis, on distingue les tumeurs rénales dites héréditaires, c'est-à-dire qu'elles sont génétiques, qu'elles sont héréditaires, qu'on retrouve dans des lignées. Le plus célèbre, c'est le syndrome de von Hippel-Lindau. On va en parler en 2 mots tout à l'heure. Mais sachez qu'il s'agit d'une mutation génétique, que les tumeurs surviennent plus fréquemment, c'est-à-dire à un âge plus précoce chez le jeune,
et qu'on n'a pas que des tumeurs rénales, mais on peut avoir dans différents organes des tumeurs. Et ces tumeurs peuvent être bénignes ou malignes. C'est le fameux VHL. Que vient faire la classification de Bosniak ici? Alors, d'abord, rendons hommage au chercheur. Monsieur Bosniak est un radiologue américain. Il a proposé en 1986 une classification scanographique, donc elle est basée sur le scanner, des kystes ou des masses kystiques du rein. Cette classification, elle a quoi comme intérêt? Elle permet de distinguer le bénin du malin. Et à partir de comment elle le fait? C'est à partir des caractéristiques scanographiques, c'est-à-dire la densité spontanée, le rehaussement, l'homogénéité, les cloisons, la paroi, les calcifications. À ce moment-là, on va distinguer les types. Cette classification, elle parle de types, elle ne parle pas de stades. Je dis bien des types. Donc, le type 1 et type 2, ce sont des kystes bénins. D'accord? Et puis, on aura le type 3 et le type 4, hein, qui sont des kystes pas gentils, notamment le type 4. Le type 4, s'il y a présence de végétation ou d'un nodule mural, autrement dit qu'il y a du tissu à l'intérieur, il signe le cancer du rein dans sa forme kystique. Donc le type 4, c'est pratiquement un cancer du rein. Le type 3, lui, c'est des tumeurs quand même, mais elles peuvent être malignes ou bénignes. Mais elles indiquent l'exploration chirurgicale. Donc, vous voyez aussi l'intérêt de cette classification. Elle nous propose une conduite. Donc, les types 1 et 2, ce sont des indications de symptômes qui nous pousseraient à les traiter. Mais on peut les laisser tranquilles, on peut rassurer le patient. Mais le type 3 et le type 4 nécessitent une sanction chirurgicale, tout en sachant que le type 4 est plus en faveur du cancer que le type 3. Quant au type 2F, lui, c'est la zone grise. Alors, c'est un groupe hétérogène. On dit que c'est des kystes suspects. On doit les surveiller chaque 6 mois par un scanner. Et s'il y a une modification architecturale, et quand on dit architecture, ce n'est pas la taille du kyste, c'est plutôt sa composition, c'est-à-dire qu'il y a un changement de densité, apparition de plus de cloisons, modification de calcification. C'est ça, donc le contenu, la modification du contenu du 2F indique l'exploration chirurgicale. Maintenant, passons au diagnostic. Les circonstances de découverte. Alors, le plus souvent de nos jours, grâce au développement des moyens d'exploration, notamment l'échographie, et que les humains sont de plus en plus médicalisés, donc quand ils ont des symptômes, n'importe lesquels, même sans rapport avec le rein, ils font des explorations. Et à ce moment-là, 40% à l'heure actuelle sont dites de découverte fortuite. C'est-à-dire, on fait une échographie parce que quelqu'un a, par exemple, un problème de douleur abdominale vague, qu'on peut rattacher à un problème de côlon ou au problème du foie. Et puis, on découvre à côté une masse au niveau du rein. Donc, près de 40% aussi, on peut avoir des signes urologiques qui peuvent amener le patient à consulter, notamment l'hématurie, la douleur lombaire, c'est-à-dire la douleur rénale, qu'elle soit typique, ou des lombalgies chroniques. Et puis, malheureusement, ça se voit toujours chez nous, sous nos cieux, c'est la masse lombaire, c'est-à-dire que ce cancer a longtemps évolué dans le temps. Et donc, on a la masse lombaire ou le gros rein pour lequel le patient va consulter. Il ne va pas vous dire que j'ai un gros rein, il va vous dire je ressens quelque chose de solide au niveau du flanc. D'autres circonstances de découverte, c'est un patient qui peut consulter pour une altération de l'état général, avec une asthénie, une anorexie, un amaigrissement. Et dans ce bilan du statut général, où on fait un bilan général aussi, et entre autres, on peut demander une échographie abdominopelvienne, on peut découvrir la masse rénale. Plus rarement encore, un syndrome paranéoplasique. C'est quoi un syndrome paranéoplasique? Vous avez la liste.
C'est une anémie, de l'hypertension artérielle, une fièvre au long cours qui n'est pas expliquée, un syndrome inflammatoire, la polyglobulie, une hypercalcémie ou le syndrome de Stoffer. Ce syndrome de Stoffer, c'est quoi? C'est une hépatosplénomégalie avec une augmentation de la bilirubine, des phosphatases alcalines gamma-GT. Il disparaît souvent après la néphrectomie. Et puis, une métastase ou des métastases peuvent nous amener à poser le diagnostic du cancer du rein. Par exemple, quelqu'un qui se plaint de tout, etc., on fait une radiographie du thorax, on voit des lésions de métastases et on cherche la tumeur primitive ou bien une fracture osseuse et puis on découvre que c'est une fracture dite pathologique. Et dans le bilan d'origine ou à l'occasion d'une biopsie, on se rend compte que c'est une tumeur rénale. L'examen clinique, alors, il peut être normal, strictement normal, mais aussi, il peut mettre en évidence, autrement dit, on doit aller chercher une masse lombaire, des œdèmes des membres inférieurs, une varicocèle, surtout à droite. Entre parenthèses, on peut dire une ou un varicocèle. Elle accepte le masculin et le féminin. Mais quand on en parle, on garde le même sexe dans le même texte. Quand on commence par une varicocèle, on termine par une varicocèle. Quand on commence par un varicocèle, on termine par un varicocèle. C'était entre parenthèses. Et puis, les ganglions de Troisier ou des métastases dans d'autres organes. Certaines formes cliniques méritent d'être évoquées. Moi, je vous dirais que chaque patient constitue une forme clinique parce que chaque patient a ses particularités, qu'elles soient physiologiques ou sociologiques ou intellectuelles. Mais ces formes-là méritent qu'on en parle. On commence par le VHL, c'est-à-dire que dès que vous avez un cancer du rein chez un jeune, c'est-à-dire la vingtaine ou moins de 30 ans, il faut y penser. Pourquoi il faut y penser? Parce que c'est le terrain sur lequel survient le cancer héréditaire. Et là, un certain nombre de bilans peuvent être demandés. On va rechercher un hémangioblastome du cervelet, donc un scanner cérébral ou une IRM ou bien une IRM de la moelle épinière, un fond d'œil, etc. Et si on confirme cela, il faut entamer aussi une enquête familiale. Le dialysé chronique, au bout de 3 ans, généralement, ces dialysés développent ce qu'on appelle la maladie multikystique acquise du dialysé chronique. Et on peut avoir un développement de cancer sur ces lésions kystiques. Et à ce moment-là, il faut faire la néphrectomie et certains ont proposé même de rendre le patient anéphrique, c'est-à-dire d'enlever les 2 reins, parce que si une telle néoplasie s'est développée sur une telle maladie multikystique, donc rien n'empêche son potentiel développement sur l'autre rein. Les mécanismes, on n'en sait rien du tout. Chez le transplanté rénal, c'est assez particulier, c'est un immunodéprimé, donc il est sous immunosuppresseur, et souvent la maladie évolue trop rapidement, parce que les immunosuppresseurs favorisent aussi comme effet secondaire l'oncogénèse. Et donc, cette tumeur peut apparaître soit sur le greffon, soit sur le rein natif, c'est-à-dire le rein qui n'était pas fonctionnel à l'origine. Les lésions bilatérales ou encore les lésions sur un rein unique, anatomique ou fonctionnel. Dans ce cas-là, c'est plutôt la discussion de la chirurgie conservatrice, parce qu'aller enlever ce rein va inéluctablement entraîner le patient vers l'insuffisance rénale chronique et la dialyse. Le rein en fer à cheval, celui-là, il va poser des problèmes de technique opératoire parce que autant il est mal formé, c'est comme un fer à cheval, le rein fait un U, il passe au-devant du rachis et sa vascularisation est atypique. On peut avoir même 3, 4, 5 artères, 2, 3 veines. Et à ce moment-là, est-ce qu'on va devoir enlever une partie parce que ce sont 2 reins qui sont fusionnés quelque part. Et les artères qu'on va ligaturer vont entraîner aussi de la nécrose de certaines parties de parenchyme rénale. Enfin, les tumeurs peuvent se révéler par un hématome rétropéritonéal spontané, c'est-à-dire que même à l'occasion d'un traumatisme minime,
on peut avoir un hématome rétropéritonéal avec un état de choc, et puis on peut être juste focalisé sur cet état de choc, sur l'hématome rétropéritonéal, et on a la mauvaise surprise de découvrir que c'était la tumeur rénale qui s'est rompue. Sur le plan de l'imagerie, le premier examen, et c'est une des modalités les plus fréquentes de diagnostic du cancer du rein, c'est l'échographie. Donc, elle va montrer une masse solide, d'échogénicité différente, celle du parenchyme avoisinant. Elle permettra de distinguer, bien sûr, tout ce qui est solide de ce qui est liquide, donc kystique. Il faut savoir que en dehors du kyste rénal de type 1 de Bosniak, tout kyste qui ne présenterait pas à l'échographie tous les critères du type 1 indique la pratique du scanner. C'est-à-dire que si à l'échographie, on arrive à voir la paroi du kyste, on fait un scanner. On voit une calcification, on fait un scanner. C'est-à-dire on doit avoir tous les éléments de bénignité, sinon le scanner est obligatoire. Parce que, pourquoi? Il peut s'agir d'un cancer kystique. Bien sûr, l'échographie, elle pourra montrer des méta-hépatiques, mais il faut rappeler que c'est un examen opérateur dépendant. Le scanner abdominopelvien. Alors, c'est l'examen essentiel pour le diagnostic. Il permet de mesurer la densité de la tumeur, de mesurer le rehaussement de cette tumeur, et son extension locale, loco-régionale, pardon, donc à la graisse périrénale, les ganglions lombo-aortiques, ce sont ceux-là qu'on appelle les ganglions régionaux, les ganglions lombo-aortiques en regard du rein tumoral. C'est ça les ganglions locaux-régionaux, c'est-à-dire les N, comme nous à serre, les N. Et puis, l'envahissement de la lumière de la veine rénale, c'est-à-dire le thrombus, ou de la veine cave, une atteinte de proximité des organes de voisinage. L'IRM, elle n'apporte pas beaucoup d'informations plus que le scanner. Peut-être elle lui serait supérieure en matière d'envahissement vasculaire. L'IRM ne sera utilisé que s'il y a contre-indication au scanner, telle que l'allergie aux produits de contraste, par exemple. L'urographie intraveineuse n'a plus d'intérêt aujourd'hui en matière de cancer du rein et l'artériographie est indiquée pour avoir une cartographie vasculaire, telle que, par exemple, le rein en fer à cheval. C'est pour envisager et construire une stratégie chirurgicale. Le bilan d'extension, il comprend obligatoirement un scanner thoracique. Quant à la scintigraphie osseuse et le scanner cérébral, ils seront effectués à la demande, c'est-à-dire s'il y a des signes d'appel. En cas d'imagerie douteuse, c'est-à-dire à l'écho, au scanner, si vous avez le moindre doute sur la présence d'une masse rénale, il faut adresser le patient en urologie pour un avis spécialisé. Sur le plan biologique, un bilan inflammatoire, c'est-à-dire la vitesse de sédimentation et la CRP, donc c'est la recherche d'un syndrome paranéoplasique, et ils sont utiles aussi pour le suivi post-chirurgical. La formule sanguine, donc à la recherche de polyglobulie paranéoplasique ou d'une anémie. Cette anémie peut être paranéoplasique, comme aussi elle peut être la conséquence d'une hématurie. Le dosage des phosphatases alcalines des gamma-GT, c'est l'atteinte hépatique, notamment métastatique. La calcémie, parce qu'il y a certaines tumeurs rénales qui sécrètent, donc une parathormone-like ou une calcitonie, et ça augmente la calcémie. La fonction rénale, c'est évident, parce qu'il faut voir si… Docteur, il n'y a pas de sang. Il n'y a plus de sang. Si. Ah, d'accord. Okay. Donc, je disais c'est bon, c'est réglé. Donc, je disais que la fonction rénale, et là, j'ouvre une petite parenthèse. La fonction rénale, oui, pour ceux qui ont levé la main, ceux qui ont levé la main, intervenez rapidement, sinon on attendra vers la fin. Donc, je disais, on ouvre une parenthèse concernant la fonction rénale. La meilleure façon
d'évaluer la fonction rénale, c'est la mesure. C'est la mesure de la clairance. C'est-à-dire, ce n'est pas la créatinémie, c'est la clairance. Pourquoi? Parce que c'est le paramètre fiable. Donc, quand on parle de créatinine, on enchaîne par la clairance pour juger la fonction rénale, parce que s'il y a une insuffisance rénale, on doit envisager le traitement conservateur. On ne doit pas enlever le rein au risque d'entraîner le malade en insuffisance rénale. Quand on aura fait ce bilan morphologique, on sera en capacité d'établir la classification TNM. Donc, cette classification, je pense que vous l'avez. Donc, le T, c'est pour la masse en elle-même. Le T1 et le T2, c'est les tumeurs qui sont limitées au rein. La seule distinction, c'est la taille, comme vous pouvez le voir. Alors, le T3, ça représente pratiquement, avec le T4, les localement avancés. D'accord? Je voulais juste souligner quelque chose de particulier. Je ne vais pas vous faire la lecture de la classification, mais d'apporter des clarifications. Regardez avec moi le T4. Le T4, on parle de l'envahissement par contiguïté de la surrénale homolatérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tumeur envahit de proche en proche la surrénale. À ce moment-là, on parle de T4. Mais imaginons que la tumeur se trouve au niveau du pôle inférieur, par exemple, et qu'on détecte au scanner une localisation au niveau de la surrénale, homolatérale, bien sûr. Dans ce Professeur, il n'y a pas de sang. Trop